Ah oui, c'est du rap, la chanson, les paroles veulent tout dire, nique la police. Et on peut dire que ça doit être frustrant d'être policier ou gendarme, de traquer des délinquants et criminels et de les voir repartir libres. Les cas se multiplient ces dernières semaines en France. Allez, cette semaine, Toulouse, saisie de 25,5 kilos de résine de cannabis. Comme le chien des douanes a dégradé le colis, les mesures conservatoires prévues n'ont pas pu être respectées, le trafiquant est libre. Lille, 4 cambrioleurs interceptés en flagrant délit. Erreur des policiers qui ne les placent en garde à vue qu'au bout de 45 minutes, délai trop long selon la procédure. Placés en détention provisoire, ils sont tous libres aujourd'hui et étaient bien évidemment multirécidivistes. Nantes, un des mis en cause dans la fusillade du Moonlight qui avait fait un mort a vu le délai de 20 jours. Pour l'examen de sa demande de mise en liberté dépassée, il est libre. Versailles, pour un appel non transmis et qui n'a donc pas été étudié dans les délais, le violeur présumé d'une personne particulièrement vulnérable a été remis en liberté. Bref, c'est compliqué d'être policier ou magistrat en France en 2022 et de chercher à mettre des voyous hors d'état de nuire, d'où notre premier débat. Multiplication des vices de procédure, la loi donne-t-elle trop de droits aux délinquants? Et vous êtes 96,5% à dire oui. Avec nous, maître Carbon de 16, avocat pénaliste. Bonsoir maître. Bonsoir monsieur. Quand on voit toutes ces affaires, on se dit que la loi protège bien les délinquants et criminels en France. Je ne pense pas, très sincèrement. Je pense que la question que vous posez sur le vice de procédure, pour étonnant que ça puisse vous paraître, renvoie au rôle de la procédure pénale. C'est-à-dire quand un individu est mis en cause, quelle est la règle du jeu à respecter par les services de police pendant l'enquête, par les juges, ensuite le juge d'application des peines pendant la peine, etc. Le délinquant, d'habitude, le criminel, savent très bien se défendre parce qu'ils ont intégré ce que vous pourriez définir comme des failles. La procédure pénale, elle défend d'abord l'honnête homme, le citoyen, d'une mise en cause qui ne serait pas conforme à la vérité. C'est-à-dire elle le protège de l'erreur policière ou de l'erreur judiciaire. Et c'est le citoyen qui est d'abord protégé par le code de procédure pénale. C'est-à-dire, quelles règles doivent être respectées? J'ai entendu votre liste impressionnante. À qui incombent les fautes? Pas à la loi qui a prévu, par exemple, un délai de notification du placement en garde à vue. Elle est imputable, le défaut de respect de la règle est imputable au policier qui n'a pas respecté cette règle, que pourtant il connaît. D'accord. Vous voyez, donc il ne faut pas se tromper sur l'utilité de la procédure pénale, il ne faut pas se tromper sur la signification du respect des formes qu'impose la loi, il faut s'interroger sur l'absence de respect de ces formes par certains, qui n'est pas forcément imputable à un mauvais esprit, elle peut être aussi imputable à un manque de moyens, par exemple. La parole est à monsieur l'avocat général Philippe Bilger. Ça fait longtemps que vous avez appelé comme ça, hein. Mon cher maître, vous savez bien que je ne vais pas être d'accord avec vous, parce que vous développez excellemment le point de vue de l'avocat. Moi, je ne vais pas développer le point de vue de l'ancien avocat général, mais celui du citoyen que j'ai toujours cultivé. Je pense que la question de Sud Radio est très pertinente. En réalité, j'ai toujours considéré que nous avions une définition de l'état de droit beaucoup trop sophistiquée d'abord, à tendance fortement bureaucratique, et d'autre part qu'elle est uniquement destinée à préserver les intérêts ou la sauvegarde des personnes soupçonnées ou incriminées authentiquement. Et donc je pense que à partir de là, dans la mesure où on n'est pas capable de concilier dans un état de droit l'efficacité sociale et la sauvegarde individuelle et la société des honnêtes gens, avec évidemment des garanties à donner aux transgresseurs, on aboutit à des aberrations. Et dans la liste de Philippe David, à ma connaissance, il a oublié le dernier scandale récent qui s'est déroulé à Nancy, où un homme condamné à 20 ans de réclusion pour avoir lardé de coups de couteau une victime sort au bout de 12 ans de réclusion criminelle, et comme un viol dans la foulée. Donc je crois qu'il faudrait accepter un jour de simplifier l'état de droit et d'accepter qu'il soit aussi au service de la société des honnêtes gens. Carbon de 16.
Oui, je crois qu'il y a, voilà, dans le développement, comme d'habitude, Philippe Bilger prend des réquisitions brillantes, mais qui ne sont pas conformes à la réalité. Par exemple, ainsi a-t-il additionné à votre litanie l'horreur et le drame qui est intervenu récemment, qui précisément ne correspond à rigoureusement aucun vice de procédure, hélas. Ce sont les expertises psychiatriques et leur qualité qui sont en cause dans cette affaire sur la remise en liberté anticipée de ce meurtrier qui lui permet de commettre ce viol atroce. Et l'importance de l'expertise psychiatrique était d'autant plus prégnante dans ce dossier que le meurtre qu'il avait été commis l'avait été à partir de 82 coups de couteau, ce qui prouve bien qu'il y avait un problème de pathologie psychiatrique dans ce dossier. Donc en tout état de cause, voulant rajouter un exemple supplémentaire, on est sorti du sujet pour venir dramatiser une question qui est beaucoup plus technique que cela. Il faut ne pas dire que ça vient, pour reprendre le terme de notre ami Philippe Bilger, favoriser les transgresseurs. Non, ça vient protéger tout le monde. Tout le monde. Et je vous renvoie, cher Philippe Bilger, à l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui prévoit que l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les mises en cause qui sont protégées, mais la procédure pénale vient également protéger les victimes. Et surtout, la procédure pénale vient établir une règle du jeu. Et vous qui avez consacré votre carrière à protéger l'ordre public, Dieu sait si la règle du jeu est importante, pas seulement à raison du fait qu'elle s'inscrit dans un état de droit, elle le caractérise simplement. Elle n'en est que l'illustration. Mais la règle du jeu est importante parce qu'elle protège aussi l'innocent de l'erreur que l'on pourrait commettre quand on l'accuse. Et donc, si vous voulez venir dire que parce que de temps en temps, les services de police sont débordés et commettent des erreurs qui introduisent un vice dans l'instruction de la vérité et viendraient à justifier qu'on remette en cause le fait que le procès ou l'enquête ou l'instruction soit encadré par une procédure stricte, relève du sophisme. Maître, on fait réagir les vraies voix parce que ça réagit aussi beaucoup au 0826 300 300. Marc Varnaud. Oui, je crois que le problème est très différent. Vous savez, c'est un peu, pour prendre un autre exemple, c'est un peu comme dans les appels d'offres publics. C'est-à-dire que il faut répondre à des milliers de normes que personne ne connaît, donc vous avez une chance sur deux de faire une erreur éliminatoire. Moi, quand j'entends Jean-Michel Fauvergue, qui a été le fondateur du RAID et qui est aujourd'hui député, rappeler qu'il faut 26 à 43 procès-verbaux pour un flagrant délit, on se doute bien que si à la première virgule, eh bien effectivement il y a un vice de forme, le pauvre policier, est-ce qu'il mérite la Légion d'honneur s'il fait effectivement aucune erreur? Et la faute de temps en temps de procédure, là, je suis pas d'accord, parce qu'il suffit d'aller regarder, mais on trouve des centaines de cas les uns derrière les autres. Un trafiquant de drogue libéré à Narbonne parce que il n'y a pas d'escorte pour le présenter au juge et donc il est considéré comme étant en détention abusive. À Carcassonne, un monsieur qui a fait une prise d'otage, donc là, l'honnête Jean, prise d'otage, il est libéré suite à une erreur de procédure. À Montpellier, énième demande de remise en liberté, le juge de statue pas suffisamment rapidement, enfin c'est dans les 20 jours, je crois. Oui, c'est 20 jours. Oui. 20 jours à Montpellier. Hop, il est libéré, etc., etc. Et c'est vrai que quand on entend sur ces sujets-là, pardonnez-moi, mais les représentants du syndicat de la magistrature qui disent, tel quel, on est des gardiens de la procédure. Vous ne pouvez pas maintenir quelqu'un en prison si vous dépassez d'un jour ou deux l'ordre d'écrou. Enfin, attendez, dans un pays où le budget de la justice est au moins 50% en dessous de ce qu'il devrait, où on manque de magistrats, de juges, et où on empile les procédures depuis 20 ans pour les rendre de plus en plus complexes, comment est-il possible pour un policier de ne pas faire d'erreur de procédure? Et enfin, le vrai problème, c'est quel type d'erreur de procédure devrait justifier la remise en liberté. Pardonnez-moi, si à un jour près, on ne présente pas un preneur d'otage à un juge, est-ce que ça justifie de le libérer? Non, moi, c'est tout faux là-dessus. Carbon de 16, et ensuite Céline Pina. Alors, en réalité, on dit presque la même chose. Vous savez, monsieur, je devine sous le ton un peu agacé que vous vouliez exprimer un désaccord avec moi, mais le désaccord n'est pas loin de se résoudre. Mon ton n'est pas agacé. Tant mieux, je m'en réjouis. C'est son ton naturel. Alors, il faut s'inquiéter.
Ouais. Mais en réalité, vous voyez, vous oubliez de dire, quand vous dites que l'ancien patron du RAID se plaint du fait qu'il faille démultiplier les actes de procédure dans le cadre d'une flagrance. Vous oubliez de dire que ça ne doit pas être si compliqué de respecter la procédure, puisque 99% des affaires de flagrance aboutissent aux comparutions immédiates et sont jugées et sanctionnées. C'est donc bien qu'il y a l'immense majorité des policiers qui arrivent à respecter la procédure. Sur la question la plus délicate, celle de la prise d'otage et du retard de la présentation devant le juge d'instruction pour un débat concernant la remise en liberté ou le maintien, vous savez, l'immense sujet, et là vous touchez le fond du problème, c'est de savoir si on autorise les détentions arbitraires en France. Parce qu'une détention est encadrée par différentes conditions, et notamment le fait qu'elle soit ordonnée par un juge. Et s'il y a des délais qui s'imposent au juge, c'est au juge de les respecter. Et par conséquent, la sanction de l'irrespect par le juge du délai qui lui est imparti, c'est que la personne détenue est détenue sans titre. C'est-à-dire qu'on en arrive à une détention arbitraire. Et donc on en vient à l'excellente question de Philippe Bilger, c'est dans quelles conditions voulons-nous être dans un état de droit? Voilà que nous vivons dans un pays qui se vante d'avoir supprimé la lettre de cachet. Là, il n'y a même pas de lettre de cachet, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais la personne reste détenue. On va faire réagir Céline Pina. À entendre, on a l'impression qu'en fait, ces règles-là sont des sortes de totems absolus qu'on ne pourrait pas modifier en fonction de la réalité et qui n'obéiraient pas à un principe qui est aussi un principe judiciaire qui est celui de la proportionnalité. Or, à un moment donné, par exemple, on pourrait très bien estimer que si un juge commet une faute, c'est peut-être à lui de la payer. Autrement dit, il y a un retard d'une journée qui ne correspond pas à un état de la procédure, c'est le juge qui est sanctionné dans sa carrière, mais pas le prisonnier qui est libéré, puisque la culpabilité étant avérée, la personne a été prise sur le fait, à ce moment-là, il paraîtrait disproportionné de libérer quelqu'un de dangereux pour la société, parce que rappelons quand même qu'à la base, le droit n'est pas un totem, le but du droit et de la justice, c'est de protéger la société. Si à un moment donné, le droit agit contre l'intérêt de la société, alors c'est peut-être que la règle est abusive, c'est peut-être qu'il faut la modifier, c'est peut-être qu'il faut l'adapter, mais je crois réellement que l'on gagnerait tous à faire autre chose qu'un totem de la règle de droit, à l'adapter à la réalité et surtout à avoir en tête la question de la proportionnalité. Maître Carbon de Sèche, je vous demandais d'être court parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Promis, on va faire court. Madame, le droit est d'autant moins un totem que je peux vous dire que depuis que j'exerce, c'est-à-dire depuis près d'un quart de siècle, j'en suis à une quarantaine de réformes de la procédure pénale et que je pense que, vous savez, dans ce balancier entre permissif et répressif, personne n'a jamais trouvé le bon ton. Mais quand vous dites qu'en réalité c'est au juge de payer, ça c'est un problème de l'inspection des services judiciaires, effectivement, mais certainement pas qu'on continue à maintenir, parce que s'il n'y a pas de totem, il y a quand même un sujet, c'est de savoir si vous dites que la culpabilité est établie, mais pas du tout. Il s'agit de gens qui sont en détention préventive, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore jugés. Non mais là tous les exemples, c'était pas le cas. Je termine simplement, si c'est le cas. Ce sont des gens en détention préventive qui ont été libérés, sinon il n'y aurait pas de débat sur leur qu'un preneur d'otage, on avait peu de doute. Ce sont des gens dont la culpabilité n'a précisément pas été établie par un jugement. Sinon, on ne serait pas en train d'enquêter et d'instruire pour savoir... En fait, mais il y a peut-être juste un truc, c'est que c'est intéressant de voir que le réel n'existe que s'il y a jugement. Le réel en soi n'existe pas. Dans quelle mesure, dans l'hypothèse où ils auraient joué un rôle, dans quelle mesure ce rôle serait avéré et quel est son degré? Quand vous dites que la culpabilité est avérée, juridiquement, je vous le dis avec toute la courtoisie que j'espère vous exprimer, vous êtes dans l'erreur. On part au 0826. Je crois qu'il y a juste un truc à dire, c'est que dans ce que vous dites, le réel n'existe pas, seule la procédure crée du réel, et ça crée aussi un problème. On part au 0826. Attendez, on part au... Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a un vrai sujet. C'est qu'un preneur d'otage qui est en flagrant délit, il est en flagrant délit. On part au 0826 300 300, direction la Gironde. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Philippe. Et que vous pensez, comme 96,7% des auditeurs de Sud Radio, que la multiplication des vices de procédure, ça s'explique par le fait que la loi donne trop de droits aux délinquants? Exactement.
Et vous avez vécu des cas à côté de chez vous, vous avez lu dans le journal, dans Sud-Ouest, etc. Non, pas à côté de chez moi. Moi, personnellement aussi, hein, Ah oui. bien sûr. Oui, moi, avant d'être en Gironde, j'habitais en Picardie. Oui. Avec ma femme, on avait acheté un petit appartement, histoire de se faire un petit pécule. Et très souvent, les caves étaient visitées par pour des petits larcins. Hein. C'était voler 3 roues, un vélo. Mais systématiquement, on était rappelé à l'ordre par le syndic en disant qu'il fallait systématiquement refermer les caves parce que s'il y avait un départ de feu qui venait des caves, on pouvait être nous tenus responsables. Donc à chaque fois, fallait refermer, Et une fois, on a chopé un gars, on l'a pris, on l'a enfermé un peu dans la cave, on a appelé les policiers en disant on en a pris un, là, on en a eu un, donc faut venir. Il a été emmené et on nous a dit gentiment, on dit espérons qu'il porte pas plainte contre vous parce qu'il pourrait porter plainte pour séquestration. Non mais c'est hallucinant. On va faire. Il nous reste une minute. Il nous reste une minute. Merci Frédéric de Gironde. Un type vous cambriole, vous l'arrêtez, vous êtes un peu costaud, vous appelez la police, vous risquez quelque chose. On est au royaume du Pérubu, maître Carbon de 16. Oui, en réalité, vous ne risquez rien du tout si vous l'immobilisez le temps que la police arrive. C'est si vous si vous met un nion et que vous ripostez, là vous risquez quelque chose. Non plus, ça c'est de la légitime défense si c'est proportionnel. Par contre, voilà, si vous décidez de lui tirer dessus alors qu'il est désarmé, oui, là effectivement, vous risquez quelques bricoles. Merci beaucoup, maître Carbon de 16. Je vais citer un chiffre. 73% des policiers souhaitent un allègement des contraintes administratives et 2/3 une réforme de la procédure pénale qui est jugée trop complexe. Philippe. Oui, Philippe Bilger, mais très court. Juste un mot, Sud Radio rend de manière régulière hommage à Maître Carbon de 16 parce qu'elle l'appelle uniquement pour les causes désespérées. Alors, je tiens à vous dire une chose, Maître Carbon de 16, vous avez dit une chose d'une grande banalité, vous avez dit qu'un propos de Philippe Bilger était excellent, et ça ne se discute même pas. Merci à vous. C'est un pléonasme, évidemment. C'est bien ce que je disais. Merci beaucoup, Maître Carbon de 16. Verdict de notre premier débat. Multiplication des vices de procédure. La loi donne-t-elle trop de droits aux délinquants? Vous êtes 96,8% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour la chronique de Philippe Rossi.